Puisque cette journée, c'était la première journée annuelle du comité d'éthique de l'INSERM, donc vous imaginez bien que c'est la première journée, donc on espère qu'il y en aura une deuxième, encore plus riche, qu'on vous retrouvera donc, on vous donne rendez-vous dans un an, du comité d'éthique qui va continuer à travailler. Je vous ai donné ce matin l'idée des notes. Et donc avant que je vous propose une petite conclusion, qui ne sera pas une conclusion, mais qui sera plutôt quelques réflexions pour le chemin qui s'ouvre pour notre deuxième année. Et puisqu'on est avec effectivement Claude Durier, une des figures tutélaires de la recherche biomédicale en France, Claude, quelques mots pour accompagner cette journée? J'étais vraiment très désireux de venir, et pas seulement par amitié pour les organisateurs, mais par rapport aux sujets qui ont été abordés, et en particulier tout ce qui a lieu, tout ce qui concerne la neurologie, la neuropathologie, etc. Et dans ce que j'ai entendu, d'abord, il y a un élément qui, je crois, caractérise la démarche éthique, c'est le respect du pluralisme, c'est la spontanéité des interventions dans leur diversité, et aussi cet apprentissage de la tolérance dans les discussions éthiques, puisqu'on doit d'abord considérer les idées de l'autre, même lorsqu'elles sont très différentes des siennes. Mais ça, c'est une considération générale. Ce qui m'intéresse également, c'est que c'est la neurologie, la neuropathologie, parce que ça rejoint une des dernières interventions, celle-là, je l'ai bien entendu, qui concerne les lieux dans lesquels ces essais vont pouvoir se développer. Or, j'évoquais avec ma voisine, dans l'histoire de la loi de 88, avec Frank Seruskla, que j'associe toujours quand on évoque cette loi, on avait d'abord établi une distinction entre les essais et les études. Et c'était également intéressant, et je me souviens bien que l'INSERM avait été farouchement hostile à ce rapprochement entre essais et études, pour une raison très précise qui concernait l'obligation du recueil du consentement. Et pour être dans l'anecdote, l'exemple que nous avaient donné nos interlocuteurs de l'époque, de l'INSERM, c'était les études comportementales, et en particulier les études de réaction de panique. Et ils avaient donné comme exemple les mises en situation d'un groupe de personnes dans une cabine d'ascenseur, et on met l'ascenseur en panne pour étudier les réactions de panique. Et il nous avait expliqué, on n'a pas eu le mal à être convaincu, que si le consentement était sollicité, y compris quant au protocole, il est évident qu'il n'y avait pas possibilité d'études comportementales, puisqu'il fallait expliquer la méthodologie. Alors pourquoi je ne m'éloigne pas de la dernière question que j'ai entendue à l'instant, parce que ça nous avait amené à distinguer les essais cliniques, les recherches, au sens où il y a un acte qui est un acte touchant à l'intégrité physique de la personne. Et puis les études, entre autres les études comportementales, qui, elles, échappaient, pour des raisons de simple bon sens, aux conditions d'encadrement de la loi de 88. Donc on avait supprimé le terme études. À quoi on a eu des reproches? Parce qu'on nous a dit qu'il y avait, entre autres en sociologie, en psychologie, on nous avait donné l'exemple de questionnaires dans les milieux scolaires concernant certaines pratiques, et en particulier certaines pratiques sexuelles. Et on nous avait dit que des études comme celle-là, des sujets de cette nature, pouvaient en fait modifier, atteindre la personnalité même. Ce que je vous dis là, c'est que la solution n'avait pas été simple, mais que le résultat, c'était qu'on n'avait pas assimilé dans le texte, d'une façon explicite, les essais et les études. Ce qui signifie que, pour la question qui a été posée tout à l'heure, même sans être consultant, parce qu'il y aurait conflit d'intérêts, mais je considère, moi, que pour des études observationnelles, des études comportementales, les contraintes de la loi quant à l'exigence, y compris présentée au CPP, aux exigences de garantie des lieux, de sécurité, appareils de réanimation, etc., cet environnement, évidemment, sans raison d'être, et serait incohérent par rapport à certaines des études que vous avez rapportées ce soir. Je suis donc loin des conclusions de cette journée, c'est toi qui vas les tirer, mais je suis content malgré tout d'être arrivé tard et d'avoir pu dire l'estime que je portais aux organisateurs et à leur courtoisie, et puis ajouter
cette référence historique. Vous savez, c'est un inconvénient de l'âge que d'aller chercher quelquefois très loin des situations, mais dont on a l'illusion de penser qu'elles ont encore une certaine actualité. Merci. Ben, je vais immédiatement rebondir sur ça, parce que je pense que l'histoire, elle est importante et qu'elle nous conduit justement à tout le temps nous réinterroger et nous resituer dans une dynamique. Et je vais revenir dans un instant peut-être sur cette question, une fois de plus, études et recherches, et peut-être poursuivre le débat avec nos collègues de l'Agence de la biomédecine. Je pense que tout au long de la journée, vous avez vu cette tension qui est la tension qui nous anime entre savoir et pouvoir. Et il est clair que les médecins de la médecine scientifique, de la médecine basée sur les preuves que nous sommes, et les chercheurs de l'INSERM que nous sommes les héritiers de nombreuses figures tutélaires, mais en particulier de Claude Bernard. Et vous vous rappelez que dans l'introduction à la médecine expérimentale, Claude Bernard disait le médecin scientifique doutera de tout, sauf du déterminisme de la méthode scientifique. Et le déterminisme de la méthode scientifique, c'est l'enchaînement des effets et des causes par lesquels, à partir de l'observation des effets, on peut remonter aux causes. Et on a pu vivre avec les progrès technologiques, avec les progrès de nos résultats scientifiques, dans l'idée que l'accroissement de notre savoir allait nous permettre d'avancer de plus en plus vers cette réponse déterministe et vers de plus en plus de pouvoir, c'est-à-dire pour beaucoup d'entre nous, pouvoir prédire la survenue d'une maladie. Et puis on se rend compte que plus nos technologies permettent un accroissement de savoir, et plus nous constatons un accroissement de l'incertitude. On en a discuté longuement avec les données de la génétique, qui, dans un certain nombre de cas, nous donnent quelques rares certitudes, mais nous ouvrent à un infini à peine imaginable à cause des données massives des nouveaux séquençages, de questionnements et d'incertitudes, à cause du fait que tout doit être situé dans l'histoire du sujet, une interaction sociale, et on peut reboucler avec la question du genre, parce que le genre, il se crée dans un espace social, et qui va de soi que ces questions du genre vont influencer l'expression des gènes, vont influencer non pas l'expression d'un, mais de milliers de gènes. C'est toujours l'incroyable surprise qu'on a au laboratoire, où on voit qu'on modifie un gène. On peut prendre par exemple MCP2, un des gènes qui est impliqué dans un syndrome chez les enfants qui est le syndrome de Rett, et simplement dans l'hypothalamus, qui est une région impliquée dans le contrôle hormonal, le fait d'inactiver MCP2 suffit à provoquer des modifications de l'expression de 2000 autres gènes chez la souris. Donc un impact d'une modification de l'expression d'un parmi les 22 000 ou quelques gènes connus, si on ne prend que l'exome, qui a des répercussions colossales, et que nous sommes juste à l'aube de commencer à comprendre et à pouvoir intégrer. Donc une énorme accroissement finalement de l'incertitude. Et là où on pouvait croire que cette augmentation massive des connaissances allait nous amener progressivement vers un risque zéro, on se rend compte que la contextualisation, que resituer l'individu dans son histoire, nous amène au fait que nous sommes des individus sociaux et vivants, avec des questionnements que la biologie finalement enrichit et auxquels elle ne répond pas. Alors, ça renouvelle quand même les questions. Et juste pour rebondir sur un point qui a été discuté tout à l'heure avec la note embryon, ces questions études, recherche, ça rebondit. Je vais juste prendre une hypothèse pour M. Gnaudet en voulant juste lancer la discussion. On pourrait imaginer que pour un projet de recherche visant à la qualité embryonnaire, on a entendu tout à l'heure que sur 88 000 embryons qui paraissaient aux yeux de l'embryologiste
implantables, le résultat était de l'ordre de 13 000 enfants, donc où il est dans la nature des choses que 85% de ces embryons ne se développent pas, ou le choix qu'avait fait l'embryologiste n'était peut-être pas le même, ou la qualité embryonnaire n'était pas forcément au rendez-vous. Alors, on pourrait imaginer que dans une étude dont je ne sais plus si elle est une étude ou une recherche, on prélève une cellule, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on fait avec le DPI. On prélève une cellule. Et grâce à cette cellule, aujourd'hui, on peut faire le séquençage complet sur une cellule. Aujourd'hui, on peut faire le transcriptome sur une cellule. Aujourd'hui, on peut étudier une partie du protéome sur une cellule. Aujourd'hui, on peut avoir accès à un certain nombre de données métaboliques sur une cellule. Aujourd'hui, on peut avoir l'accès à un certain nombre de biomarqueurs, que ce soit en termes de fiches, si on analyse les chromosomes, que ce soit en termes de marqueurs de surface, en se disant que la qualité embryonnaire, terme générique, pourrait s'exprimer par une plus ou moins grande expression d'un réseau de gènes ou d'un réseau métabolique. Et donc, finalement, on n'a prélevé qu'une cellule. Sur cet embryon 8 cellules, les 7 autres peuvent continuer. Et finalement, grâce à cela, on pourrait améliorer la qualité embryonnaire et donc améliorer le potentiel de devenir un enfant. On serait donc là dans une recherche au bénéfice de l'embryon, qui pourtant aurait prélevé une cellule pour l'étudier, et on se poserait bien la question de savoir pourquoi la loi interdirait la réimplantation de ces embryons in vitro qui auraient atteint la meilleure qualité embryonnaire possible grâce à ces études de suivi qui auraient pu suivre les choses sur une cellule, réponse à un nouveau milieu ou des choses comme ça. Donc, on rebat les cartes. Est-ce une étude ? On ne porte pas atteinte à l'embryon, on ne détruit pas l'embryon. On cherche simplement sur un certain marqueur, sur une des cellules prélevées qui ne porte pas atteinte finalement à l'embryon. On cherche à mieux comprendre le développement ou la qualité embryonnaire. On n'est pas dans la destruction de l'embryon et pourtant on n'est pas dans une simple analyse observationnelle puisqu'on a quand même touché à cet embryon en lui prélevant une cellule, moitié moins de ce que l'on fait dans le contexte du DPI. Donc, les progrès technologiques, les progrès de nos questionnements scientifiques, et là, je reste à ma place de scientifique, en plus, je suis en neurosciences, donc je ne sais pas pourquoi je me permets de parler de questionnement sur l'embryon ou la procréation médicalement assistée. C'est vraiment le béotien qui parle de sujets qu'il ne connaît pas, mais c'est l'imagination. C'est la question de poser. Cette question de savoir ce que l'on fait de ce savoir, c'est toute la question du déterminisme prédictif. Donc on l'a évoqué à travers beaucoup de notions. C'est toute la question éthique de l'anticipation et des possibilités ouvertes par les différentes méthodes et par les différentes recherches que nous avons de ces anticipations. Mais finalement, il n'y a qu'une seule chose qui nous importe au-delà de notre métier, qui est de faire avancer la connaissance, c'est d'essayer d'envisager avec vous, je parle là au nom du comité d'éthique, l'impact de ce que nous faisons sur la société. Impact positif quand nous faisons avancer la connaissance au bénéfice de la connaissance et des patients, impact parfois moins positif quand ça ouvre des champs de questionnement qui peuvent, dans certains cas, aboutir éventuellement à des discriminations ou à des stéréotypes. Et cette question fondamentale de l'impact, c'est celle qui, pour l'année 2, va encore nous accompagner. Merci d'avoir été présent et merci de tous ces retours que vous ferez à l'adresse qui est sur l'écran. À bientôt.